Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Il est 19h30, à l'heure à laquelle vous suivez l'émission. Une émission qui a été enregistrée ce dimanche après-midi. Édition spéciale avec le ministre de l'économie et des finances. Budget 2022 de 9,9 milliards. C'était le projet que l'on adoptait ou que le gouvernement proposait à l'Assemblée, qu'il adoptait, mais il a été plus proche l'année dernière de 15 milliards en exécution. À quoi a servi cet argent? Nous allons poser la question à notre invité. Et puis proposition de budget, nous sommes en 2023, on parlait de 14 milliards côté gouvernement. Le Parlement a adjugé à 16 milliards. On pourrait atteindre 20 milliards, oui ou non, voire plus. Nous poserons la question au ministre des Finances. Où en sont les finances de la RDC en ce début d'année 2023? La monnaie franc-congolais s'échange entre 2200 et 2300 en décrochage de plus de 10% en moins d'un mois. Édition spéciale en ce début d'année 2023 pour faire le bilan et parler perspectives avec le ministre des Finances, intérimaire de l'économie, monsieur Nicolas Kazadi Kadimanjouzi. Bonjour. Bonjour Christian. Meilleurs vœux. Merci, pareillement. Nous sommes ici dans le chantier du futur centre des finances érigé en face du palais de justice dans la commune de Gombe. Il sera inauguré le 1er décembre. À quoi va-t-il servir? Combien a-t-il coûté? Qui et comment sera-t-il payé? Est-ce prioritaire dans un pays où il manque de beaucoup d'infrastructures? Allez-vous répondre à toutes nos questions, monsieur le ministre? Oui, absolument. Je suis là pour ça. Alors on commence début 2023. Le franc congolais est entre 2200 et 2300. C'est vrai qu'à l'officiel, il est toujours à 2000, mais l'officiel n'est pas le quotidien, en tout cas n'est pas le vécu. Pourquoi cette dégringolade, on va dire, c'est quand même 10% en un mois de la monnaie nationale? Non, 10% c'est trop dire. Il faut toujours voir le taux de change effectif auquel les opérations se dénouent. C'est parfois différent du taux parallèle. Alors, effectivement, l'année 2021 s'est très bien terminée. On a eu en glissement une dépréciation du taux de change d'à peine 1%, moins de 2%. Et donc, on peut dire que ça a été une année très bonne du point de vue du taux de change. Alors, début 2022-2023, nous constatons avec une certaine surprise qu'il y a une pression sur le marché des changes que nous sommes obligés d'élucider. Alors, au moment où nous parlons, nous avons compris que c'est en partie la conséquence de notre volonté de dédollariser l'économie, conformément aux souhaits de tout le monde. À partir du dernier trimestre de l'année passée, nous avons privilégié les paiements en monnaie nationale plutôt qu'en devise. Ce qui nous permettait de favoriser, puisqu'il y a une stabilité, puisque les paramètres macroéconomiques sont bons, dans le sens où il n'y a pas de déséquilibre ni de balance des paiements, ni de budget, et encore moins du crédit à l'économie, il n'y avait pas de raison d'anticiper une pression sur le taux de change. Donc nous avons privilégié les paiements en francs congolais, mais fort malheureusement, les habitudes des Congolais sont telles qu'ils préfèrent aller les garder en devise, et c'est cela qui explique au moins en partie cette pression sur le marché des changes. En partie, donc il y a trop de francs congolais sur le marché? Non, il y a une trop forte préférence pour le dollar. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Donc, parce que traditionnellement, nous avons dans notre masse monétaire environ 13-15% de la masse monétaire en francs congolais et 85% environ, parfois ça monte à 90% en dollars. Alors, lorsque nous voulons inverser ce phénomène en privilégiant les paiements en francs congolais, il faut que les gens aient une totale confiance qu'il n'y a pas de raison que la monnaie nationale perde la valeur. Mais tant que dans les esprits, on préfère toujours se réfugier dans les dollars, eh bien on vient exercer une pression qui n'est pas justifiée pour acquérir des dollars et qui conduit à cette surchauffe. Donc aujourd'hui, vous allez diminuer les paiements en francs congolais, vous allez remettre la pression sur le dollar? Et non, nous sommes obligés d'intervenir sur le marché, c'est ça le rôle de la Banque centrale, pour réguler, et je crois qu'elle est en train de le faire, et on a vu déjà une certaine accalmie qui a commencé. Combien va-t-elle injecter ça c'est à elle de le faire en toute indépendance, mais elle régule la monnaie pour apporter cette accalmie, parce qu'elle n'est pas justifiée. Moi qui vous parle, je préfère garder mon épargne en francs congolais, parce que je suis sûr de la politique globale que nous menons, et je n'ai aucune raison d'anticiper une dégringolade du franc congolais. Et que le taux sur le franc congolais est plus important ou plus intéressant que sur le dollar. En plus, la rémunération des francs congolais sur les comptes à terme est plus avantageuse. À quand un retour à la normale
ou une stabilisation? On vise quoi? C'est quoi l'objectif? On revient à 2000 comme avant ou on reste à 2300, on stabilise là où on est aujourd'hui? Ça, il faut voir la politique de la Banque centrale, mais le principe général, c'est qu'en matière de taux de change, ce que l'on vise dans l'absolu, c'est la stabilité et c'est d'éviter des mouvements de yo-yo à la baisse ou à la hausse, parce que ce sont ces yo-yo qui perturbent le calcul économique, qui perturbent les anticipations dans les deux sens. Mais le budget a été effectué sur un taux de 2000. Aujourd'hui, s'il doit y avoir instabilité, ce serait avec un franc congolais à 2300. Non, mais même l'année passée, il y a eu des fluctuations. Des fluctuations qui étaient peut-être moins importantes en amplitude, mais ainsi en est-il d'un système de change flottant. Le taux monte, il descend. Tant que les variations sont dans une certaine fourchette limitée, contenue, c'est normal, c'est l'ordre normal des choses. Et je pense qu'ici, ça va revenir, c'est déjà en train de revenir. Voyons jusqu'où ça va arriver. Mais on pourrait imaginer, penser revenir à ce qu'on avait au mois de décembre? Oui, à peu près. Je pense qu'on devrait y arriver et il faut aussi beaucoup de communication. Parce que l'ensemble des Congolais souhaitent qu'on dédollarise l'économie, mais dans les comportements individuels, on veut toujours préférer les dollars. Et donc, il faut savoir ce que l'on veut. Et moi, qui suis ministre des Finances, qui suis quand même informé sur la solidité de la politique que nous menons sur le plan macroéconomique, je vous dis qu'il n'y a pas de raison de vouloir préférer les dollars dans l'économie congolaise. Et moi-même, je me l'applique à moi-même. Voilà. On va revenir sur Maintenant, il y a une difficulté, c'est qu'effectivement, manipuler des francs congolais n'est pas toujours aisé. Et ça, c'est une autre question, mais qui n'a rien à voir avec la question des équilibres macro et de la stabilité. La réponse à cette question, c'est surtout la bancarisation. Notre économie n'est pas assez bancarisée. Il faut qu'on la bancarise. Il faut qu'on manipule davantage de monnaie scripturale, de cartes bancaires, de chèques et de transferts. Et pour ça, il faut que le système bancaire lui-même soit moins coûteux, plus fluide, plus attractif. C'est à tout cela que nous travaillons en coordination avec la Banque centrale. Le système bancaire qui vous tient pour responsable de beaucoup de cela. Oui, vous avez parlé de facilité d'utilisation de cette monnaie. Est-ce qu'on pourrait envisager, puisque aujourd'hui 20 000 francs congolais, le plus fort billet, c'est l'équivalent de 10 $. Est-ce qu'on pourrait envisager la mise sur le marché de billets à haute valeur faciale? Moi, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, mais je suis encore minoritaire de ce point de vue-là. Je pense que nous devrions pouvoir avoir des valeurs faciales de 20 000, de 50 000 francs, pour autant qu'on contrôle bien les grands équilibres et qu'on met une politique volontariste pour favoriser l'utilisation de la monnaie scripturale. Mais c'est une autre question qui est en train d'être débattue dans d'autres instances et des décisions seront certainement prises. Édition spéciale avec vous ici. Parlons performance. Troisième revue, plus de 200 millions de supplémentaires à décaisser par le Fonds monétaire international, un peu plus de 810 millions en 2022. Ça veut dire un appui budgétaire assez important. C'est celui que vous attendiez ou vous en attendiez plus? Écoutez, vous vous souvenez que nous avons voté un budget, nous avons présenté un budget légèrement inférieur à celui qui a été finalement validé par l'Assemblée. Maintenant, nous allons voir dans l'action comment nous allons réussir à atteindre ces assignations. Et si la conjoncture est bonne, pourquoi pas les dépasser? Mais notre objectif, c'est d'abord d'atteindre ces assignations qui sont déjà élevées. L'augmentation par rapport à l'année dernière est assez significative. Donc il faut d'abord y arriver. Est-ce que vous attendez plus du FMI en fonction des efforts que le gouvernement a fait? Écoutez, nous attendons plus. Sur le programme, c'était 1,5 milliard à peu près sur 3 ans. Et tout se passe bien jusqu'à présent. Tous les 6 mois, on a un décaissement d'environ 200 millions. Mais nous sommes en train de discuter avec le FMI et j'espère qu'on arrivera à un accord d'ici avril pour que nous puissions accéder au fonds pour la résilience, le fameux RST, Resilient Trust Fund, qui peut nous amener à des ressources encore plus importantes. Mais c'est lié à la question environnementale. Donc il faut que nos politiques environnementales soient en phase avec les attentes du FMI. Nous sommes en train de négocier et là on pourrait avoir des montants beaucoup plus importants dans la période qui vient. Mais c'est encore en discussion. Des montants encore plus importants aussi si la République démocratique du Congo avait fait plus. Est-ce que c'est aussi le cas? Parce que 821 millions l'année dernière,
des revues qui sont satisfaisantes. Je suppose qu'il y a mieux que satisfaisant. Avec un pays, une économie résiliente, ça c'est le commentaire du FMI, mais qui est surtout supporté par une production en matières premières plus importante qu'attendue. Quels ont été les efforts réalisés par le gouvernement pour obtenir cette notion ou cette cotation de satisfaisante de ces 3 revues annuelles? Non, écoutez, d'abord, il faut s'assurer que les impôts qui sont censés être payés rentrent dans la caisse de l'État. Ce n'est jamais évident, même quand la conjoncture est bonne. Je peux vous détailler le nombre de cas où, dans le passé, la conjoncture n'était pas forcément beaucoup plus mauvaise, mais le système n'a pas pu capter l'impôt qui devait être payé. Pour ne donner que l'exemple des superprofits, nous sommes encore en train de travailler sur les superprofits qui nous ont échappé dans le passé, et nous allons vers un accord avec le secteur minier pour le paiement. Certains ont déjà commencé à payer, d'autres vont payer, se sont engagés à payer dans la période qui vient, mais ce sont des montants qui étaient dus avant. C'est pour dire qu'il faut être vigilant, il faut avoir un dialogue et un suivi rapproché pour faire en sorte que, au-delà de la conjoncture, que l'argent entre dans les caisses de l'État. Ça, nous l'avons fait plutôt bien. C'est comme ça qu'on a eu toutes ces performances. Ça s'appelle l'effort des services, le suivi des services. À cela, il faut donc ça s'inscrit dans un contexte global où nous essayons de nous éloigner des mauvaises pratiques que vous avez connues dans le passé, dans les rapports avec les miniers, où systématiquement l'argent n'allait pas là où il devait aller, c'est-à-dire au trésor. Donc de ce point de vue, nous avons fait un gros effort qui n'est pas lié que à la conjoncture. Oui, la conjoncture a été favorable, mais il y a eu un effort net des services et qui est en train de se poursuivre. Effort oui, réforme oui. On va parler des réformes, mais en termes d'efforts, le FMI souligne, c'est vrai, les dépenses à l'Est, mais il parle aussi encore des gros efforts à faire sur le train de vie de l'État. De ce côté-là, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. Non, absolument, c'est vrai. Mais vous voyez vous-même ce que nous traversons. Nous sommes constamment secoués par des forces externes et parfois avec des ramifications internes qui demandent des interventions de l'État dans des secteurs où certaines dépenses n'étaient pas prévues. Lorsqu'il y a l'émergence du conflit, on doit la gérer. Lorsqu'il y a toutes ces secousses que nous vivons, nous devons les gérer. Lorsque nous avons, sur une note plus positive, lorsque nous sommes appelés à exercer des responsabilités au niveau international, à la tête de l'organisation sous-régionale, eh bien ça implique une activité diplomatique importante. Et donc tout ça c'est pour le bien du pays. Heureusement que nous arrivons à faire face, mais c'est pour le rayonnement du pays. Et les retombées de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un pays qui est écouté. Nous sommes un pays qui compte. Nous sommes un pays qui peut avoir une action diplomatique, même si nous n'avons pas encore fini de renforcer notre diplomatie. Mais aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, le Congo existe. La parole du Congo est entendue. Attendez, le FMI fait bien le distinguo entre dépenses à l'Est, en hausse, on peut le comprendre, mais ils insistent sur la diminution du train de vie et on cite ministères et institutions. Alors, dans cette réduction du train de vie, quels sont les objectifs clairs du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, cela a défrayé la chronique en 2022, certains touchent beaucoup et d'autres peu. Ça c'est le symbolique et qui vaut la peine, mais les véritables économies, elles se font sur les grandes masses. Donc sur le symbolique, il y a une action qui est faite. Vous avez vu qu'on a revu, par exemple, dans le budget 2023, on a revu tout ce qui est payé dans le cadre de l'honorariat, anciens chefs d'État, anciens chefs de corps, etc. On l'a revu de manière drastique, où aujourd'hui... C'est-à-dire aujourd'hui, en chiffres. L'ancien président de la République, c'est-à-dire... aujourd'hui, c'est le sénateur à vie. Demain, ça sera après, dans 5 années, dans 8, dans 10 ans, ça sera un autre. Eh bien, l'ancien président de la République va toucher aujourd'hui 75% de ce que touche le président en fonction. Et ce que touche le président en fonction, pour votre information, le montant brut, il est même inférieur à ce que touche le Premier ministre. Et voilà.
On peut connaître, parce que vous avez parlé de transparence, le FMI aussi vous le demande. Je ne voudrais pas prendre le risque de me tromper, on est dans l'ordre de 17 000, l'équivalent de 17 000 $. Le salaire du président. À peu près, oui. Donc, ça vous donne un peu une idée. Alors, c'est vrai qu'il y a à côté de cela des avantages en nature, par exemple le droit à la sécurité, le droit à un véhicule, le droit à des billets d'avion, mais globalement, ça n'a plus rien à voir avec les 680 000 dollars mensuels que l'ancienne loi, la loi qui nous a précédés, accordait à l'ancien chef d'État, en plus des avantages en nature, sécurité et tout le reste. Donc voilà, c'est pour le symbole. Mais ça va aller plus loin parce qu'il en est de même pour les chefs de corps, les chefs des institutions, de l'Assemblée, du Sénat, le Premier ministre lui-même. Tout cela est en train d'être réglementé. La loi budgétaire a donné déjà le ton. Il y a des éléments qui vont être complétés par des actes réglementaires, le décret du Premier ministre notamment, et tout cela va être rendu public comme le président nous y a engagé. On va rendre public la liste de tous les salaires. Mais là n'est pas le plus important en termes d'économie. Ça c'est plutôt important en termes de symbole. Mais en termes d'économie, c'est là où il y a des grandes masses. Et comme vous le savez, nous avons une masse salariale pour le personnel civil et militaire qui malheureusement devenait quelque peu incontrôlée. Chaque trimestre, on avait des augmentations qu'on n'arrivait pas toujours à justifier et le FMI a pointé ça du doigt en disant qu'il fallait plus de rigueur, à juste titre. Rigueur ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'augmentation, mais qu'on doit maîtriser les masses, on doit maîtriser le nombre de fonctionnaires, on doit maîtriser les grilles salariales, les règles d'augmentation des salaires. Tout cela ne l'était pas suffisamment. Et nous y travaillons et nous avons des plafonds qu'on s'est fixés pour 2023. Vous avez remarqué que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est dans un exercice extrêmement important de mise à la retraite d'un côté et d'identification, certification de l'autre. Ces deux éléments nous permettront de savoir qui est fonctionnaire, où est-ce qu'on peut faire des économies et quelles sont nos marges de manœuvre pour recruter des nouveaux fonctionnaires, sachant qu'on a pris l'engagement de ne pas augmenter globalement le nombre de fonctionnaires civils. Ça c'est pour le train de vie. Vous parliez de réforme. Le FMI dit qu'il va vous accompagner et voit d'un bon œil les réformes. Quelles sont-elles ces réformes? Écoutez, les réformes, elles tournent autour des finances publiques principalement, c'est-à-dire l'État, sa capacité à mobiliser les ressources et à assurer les dépenses pour faire vivre la nation, mais aussi au-delà des finances publiques, tout ce qui a trait à la bonne gouvernance, à l'amélioration, à la lutte contre la corruption et à la réduction des mauvaises pratiques. Alors, pour ce qui est des finances publiques, nous avons commencé par la digitalisation de la chaîne de la recette qui a eu des impacts que vous connaissez sur les recettes. Il y a eu Isis Régis, il y a l'Ogirad aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, qui auront un impact réel sur les recettes. L'objectif pour l'Ogirad, c'est qu'à fin décembre, il faut que l'ensemble déjà pour le premier semestre, il y a 6 provinces qui sont concernées, les autres provinces à partir de juillet. En 2023, il faut que l'ensemble des services d'assiette qui relèvent de la DGRAD soient contraints de passer par ce système informatisé qu'on appelle l'Ogirad. Donc il n'y aura plus beaucoup de place pour la magouille sur le calcul des montants à percevoir au titre des recettes non fiscales mobilisées par la DGRAD. Et vous en attendez quoi comme résultat palpable financier? C'est tout ça qui va se traduire en augmentation de recettes attendues pour 2023, notamment. Il y a plusieurs éléments qui expliquent les objectifs. Il y a d'abord mécaniquement l'économie, c'est-à-dire la croissance économique, etc. Et puis à cela viennent s'ajouter les réformes qu'on introduit pour aller un peu plus loin. Et nous comptons sur la combinaison des deux pour avoir des résultats exceptionnels comme on a pu en avoir en 2021 et en 2022. En 2022, oui. Et ce n'est pas fini sur les réformes. Alors nous sommes en train de préparer, d'introduire dans les quelques semaines la facture normalisée. La facture normalisée va faire obligation à tout le monde, on commencera par les grandes entreprises, de faire valider les factures qu'ils émettent à travers un système qui fonctionnera dans le cloud et avec l'émission d'un QR code qui valide les factures. Cela va nous permettre de maîtriser la TVA, l'ensemble de la TVA, de maîtriser les éléments de chiffre d'affaires et donc de réduire le champ de la fraude qui concerne pour beaucoup la TVA et beaucoup la déclaration sur le chiffre d'affaires. Et donc ça va également nous permettre
au minimum de doubler certains postes de recettes comme la TVA, le poste TVA qui est un poste très important. Voilà. Et en plus de cela, nous avons la grande réforme, celle qui va nous donner à partir de 2024 et au-delà une perspective totalement différente, c'est la réforme de l'impôt sur le revenu des sociétés, sur les sociétés et sur les personnes physiques. Cette grande réforme va apporter plus de clarté, va nous rapprocher des standards internationaux. Sur les sociétés, elle va amener une grande simplification et à la clé une baisse du taux. On va passer de 30% à 25% pour l'impôt sur les sociétés. Et sur les personnes physiques, c'est la grande révolution. C'est la plus grande réforme fiscale qu'on aura eue depuis 1969, pour vous dire. Nous allons faire obligation par la loi à toutes les personnes physiques de déclarer leurs revenus et leur patrimoine, et les impôts payés par personne physique seront désormais connus et annualisés. Donc, alors qu'aujourd'hui, la DGI ne fait pression et les autres régies ne font pression que sur les entreprises pour faire leur performance, une fois qu'on aura cette nouvelle loi que j'ai déjà présentée à l'Assemblée et au Sénat, mais qu'on n'a pas pu finir de valider en décembre, donc elle sera certainement validée à la prochaine session. Une fois qu'on aura validé cette loi, dont elle sera en application l'année prochaine, en 2024, eh bien, de la même manière que les entreprises sont parfois poursuivies et redressées par le fisc, les personnes physiques le seront également. En termes de responsabilité, ça va totalement changer la donne. Vous êtes homme politique, vous êtes commerçant, vous êtes n'importe qui, vous devez rendre compte sur votre patrimoine, sur vos revenus, sur votre salaire, sur l'IPR que vous payez. Tout cela doit être connu annuellement avec une feuille d'impôt, comme ça se passe dans des pays que vous connaissez, et vous devez rendre compte. Là, vous allez donc, comme on dit en français, élargir l'assiette fiscale. Absolument. Avec quel résultat? Vous comptez avoir quoi? 4, 5, 10 milliards en plus chaque année? En tout cas, ça aura un impact majeur. Je ne peux pas vous donner de chiffres à l'heure actuelle, mais ça sera la grande révolution. Ça va nous faire monter dans les pays un peu plus solides en termes de mobilisation fiscale, et ça va de pair avec le grand engagement qui a été pris de digitaliser et de tout l'ensemble de la population. Vous savez qu'on aura un gros fichier électoral qui va venir se jeter dans le processus d'identification, mais il y a une identification. Je crois que les premières cartes d'identité vont sortir d'ici le 30 juin, et nous aurons bientôt, je l'espère le plus tôt possible d'ici décembre, nous aurons bientôt pour chaque citoyen une carte d'identité avec un identifiant fiscal, et donc on ne pourra plus échapper à l'impôt. Quand on voit par exemple ce que les miniers vivent, parce qu'ils en parlent, oui, il y a certains qui ont eu des mauvaises pratiques, mais oui aussi, l'État doit payer sa TVA aux miniers. Nous apprendrons tous les bonnes pratiques, que l'on soit contribuable ou fisc. Toutes les parties doivent apprendre les bonnes pratiques. Il n'y en a pas une qui est épargnée par rapport aux mauvaises pratiques, et nous devons tous nous engager dans cette voie. C'est ce que nous essayons d'apporter du point de vue de l'action gouvernementale. Oui, mais dans les bonnes pratiques, il y a, oui, on paye ses taxes à l'État, mais oui, l'État notamment doit rembourser la TVA au secteur minier, au secteur des télécoms. Une TVA évaluée à plus d'1 milliard de dollars que le gouvernement doit à ses privés. Oui, tout à fait. Nous n'avons pas nié, nous avons commencé à payer. Parmi les dépenses exceptionnelles qu'on a faites, qui ont d'ailleurs consommé une partie de nos surperformances, il y a aussi le remboursement de la TVA. Nous sommes engagés à rembourser la TVA, mais lorsqu'il y a des évidences que les mêmes miniers nous doivent des montants, nous devons nous accorder. Nous nous sommes accordés sur les montants de TVA certifiés, ça a été fait, piloté par l'IGF, et nous sommes en train de nous accorder sur les montants dus au titre de l'impôt, et je ne citerai ici que un seul impôt, par exemple celui des super profits, mais il y en a d'autres. On a des problèmes à régler avec les télécoms, etc. Une fois qu'on a maîtrisé tout cela, l'engagement est pris. Il a déjà été dit, je l'ai dit et répété plusieurs fois à ces contribuables, nous allons continuer de payer, de rembourser la TVA, comme nous y sommes engagés, et de manière échelonnée, et il n'y a pas de doute là-dessus. En termes de doing business, récemment, puisque vous parlez des télécoms, certains responsables des télécoms se sont vus retirer leur passeport pour non-paiement. Est-ce que ça ne fait pas
un coût à venez investir au Congo? Vous savez, il y a des pays comme les États-Unis où la fraude fiscale est de nature pénale et elle conduit les gens en prison. On ne va pas me dire que les États-Unis, ce n'est pas un pays démocratique ou ce n'est pas un pays de business. Donc, il ne faut pas non plus, chaque fois que ça nous concerne, crier au scandale au-delà du raisonnable. Alors, je souhaite que ce genre de situation n'arrive pas, mais il faut que le dialogue et l'action de part et d'autre soient beaucoup plus constructifs. C'est ce que nous recherchons. Sur ce sujet, justement, puisque la République démocratique du Congo dépend beaucoup de ces privés-là, il n'y a pas de risque de fermeture par les uns et les autres et donc de blackout téléphonique? Mais la première question, c'est comment expliquer que des entreprises de téléphonie cellulaire qui opèrent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans aient pu faire 10, 15 ans, 20 ans sans jamais déclarer de profit, mais elles continuent d'investir, elles déclarent des pertes et elles ne se retirent pas. Alors, ce n'est qu'un indice. D'ailleurs, la loi fiscale que nous voulons mettre en place va faire en sorte qu'elle réduise la possibilité qu'il y a à reporter les pertes, à continuer à faire des pertes et à vivre et subsister sans jamais déclarer de bénéfices. Donc, il y a beaucoup de choses à régler. Les responsabilités sont de tous côtés. Nous devons avoir un discours franc, un discours volontaire. C'est ce que nous essayons d'apporter. Il n'y a pas que des bons d'un côté et des mauvais de l'autre. Nous sommes de la même manière que nous essayons de mettre de l'ordre dans notre maison. Eh bien, il faut qu'il y ait une remise en question du côté de certains contribuables, des grands contribuables, qui étaient malheureusement très longtemps habitués à faire les choses un peu comme ils le souhaitaient. Il n'y a aucun risque que les uns ou les autres ferment. Le gouvernement n'ira pas jusque-là. Conciliation, dialogue, jusqu'au bout. Non, notre porte est ouverte, ils le savent. Il n'y a pas plus engagé dans le dialogue avec eux que nous, dans l'histoire récente de ce pays. Et en plus, tout est fait pour qu'il n'y ait aucun abus. En tout cas, de mon côté, je suis extrêmement ferme là-dessus. Il n'y aura jamais une attitude qui ressemble à du chantage ou du rançonnage. Et ils le savent également. Et donc, nous sommes dans un dialogue qui n'est pas toujours facile et c'est normal. Nous sommes le fisc, ils sont les contribuables. Chacun protège ses intérêts, mais le dialogue, il est là. Il est permanent, il est ouvert, il est le plus transparent possible. Parlons budget, 9,9 milliards, c'est ce qu'on votait en 2022, il y a un an. On a atteint presque 15, enfin, je parle ressources intérieures-extérieures. Cette année, la proposition du gouvernement, c'était 14, le Parlement a dit 16. Avant de se poser la question de savoir à quoi a servi le trop d'argent perçu, parlons de 2023. La proposition est de 14, les autres disent 16. D'après vous, vous le voyez à décembre 2023 à combien? Est-ce qu'on pourrait atteindre les 20 milliards? Oh, je ne vais pas m'avancer à dire ça parce que ce serait risqué et prétentieux. Et j'ai vu d'ailleurs dans la presse quelques articles dire qu'on s'est engagé à faire plus que ce que le budget a prévu. Je n'ai jamais dit ça, on n'a jamais pris ce type d'engagement. Ce sont des commentaires de la presse. Moi, pour ceux qui me connaissent par nature, je n'aime pas claironner, j'aime travailler. Et si le résultat du travail m'amène à des résultats exceptionnels, j'en serai satisfait. Mais je ne vais jamais vouloir m'avancer sur ce type d'annonce. Nous travaillons, nous avons un gros challenge. Vous savez que nous avons une petite baisse du cours du cobalt, qui est d'ailleurs inexplicable parce que nous avons 70% des réserves, donc tout se joue ici, et de la production d'ailleurs, de l'exportation mondiale. Mais nous ne gérons pas suffisamment bien cette position, ce qui conduit à une baisse des cours qui n'est pas justifiable. Alors qu'au même moment, sur le lithium, par exemple, l'envolée continue. La demande est plus forte. Le lithium, la demande est comparable. Aujourd'hui, nous pouvons doubler notre production de cobalt. La demande va plus vite que ça. Donc, nous gérons mal notre position. Mon souci, c'est de mettre de l'ordre dans la gestion de notre position, qui est une position dominante, pour que nous puissions tirer le vrai prix. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas et c'est une condition aussi pour préserver nos ressources à court terme. Vous avez parlé de réforme tout à l'heure, il faut faire plus pour avoir plus. Le trop perçu, il est quand même important, il est conséquent cette année. Selon vous, il est dû à quoi? Au fait de l'IGF, la question je vous l'ai déjà posée lors d'une précédente émission, au fait que vous ayez travaillé plus ou parce que ce que l'ancien conseiller Luzolo Bambi déclarait, la corruption, la lutte contre la corruption est en marche? La lutte contre la corruption a démarré, ça il n'y a pas de doute là-dessus. D'où elle vient? Elle vient du fait que
contrairement au passé, et malgré tout ce que disent les mauvaises langues, nous avons aujourd'hui un pouvoir politique au plus haut niveau qui est extrêmement clair là-dessus, qui n'est pas dans l'affairisme et qui est là pour s'assurer que ce qui est à l'État rentre dans les caisses de l'État. Et le message est passé à tous les niveaux. Et c'est comme ça que vous voyez que, du point de vue de l'éthique, dans les régies financières, il y a une inversion. Tout n'est pas encore parfait, mais il y a une nette inversion par rapport au passé. Ça, c'est le premier élément. C'est un élément, c'est le bénéfice politique, c'est le contexte politique. Et ensuite, sur le plan technique et opérationnel, il y a un suivi qui est beaucoup plus rapproché puisque le contexte politique le permet. Et donc, moi, je le vois au quotidien dans le travail que je fais. Je sors d'une retraite de 2 jours à Zongo avec mes équipes, l'ensemble du ministère, les régies et d'autres. Nous avons été dans les détails de nos défis pour l'année 2023, de ce qu'il y a lieu de faire pour maintenir le cap. Et donc, nous travaillons différemment. Nous travaillons totalement différemment. Et cela, à cela s'ajoute également l'action des organes de contrôle, dont l'IGF. L'IGF joue un rôle également pour nous renforcer l'idée que ça ne sera plus comme avant. Luzolo Bambi que j'ai cité, mais avant lui j'aurais pu citer Godefroy Mayobo qui était ministre près le Premier ministre du temps de M. Gizenga, parlait d'évasion fiscale de l'ordre de 10 milliards. C'est donc que les progrès réalisés à l'heure actuelle sont infimes par rapport à ce qu'ils devraient être, oui ou non? Vous savez, hein, dans ce genre de situation, on fait des évaluations. On a dit 10 milliards, 15 milliards, je ne sais pas sur quelle base on l'a dit, mais nous sommes dans l'action. Nous sommes dans l'action et nous essayons de récupérer tous les espaces que nous estimons récupérables. Il y a encore de la marge? Il y a encore de la marge, beaucoup de marge. Beaucoup de marge. Il y a encore beaucoup de marge. Notre pays n'est pas bien fiscalisé. Il y a trop d'actes générateurs, mais au mauvais endroit et mal fait. Il y a énormément de marge. Mais nous, regardez, nous sommes passés entre 2019 et 2022 de 8% du PIB en termes de pression fiscale à 15%. Même le FMI ne s'y attendait pas. Mais 15%, ça nous laisse encore au moins 5 points de pourcentage à gagner par rapport à la moyenne africaine, à la moyenne d'ailleurs dans la sous-région. L'Afrique centrale. Donc vous voyez qu'on a encore de la marge. Et 5 points de pourcentage par rapport au PIB, ça fait 3 milliards. Si on compte un PIB de 60 milliards à peu près, donc ça fait 600 millions x 5, on est dans les 3 milliards que l'on peut encore gagner, toutes choses restant égales par ailleurs. Donc les 20 milliards dont les candidats jugés d'inaccessibles il y a 4 ans, on peut les atteindre en 2023-2024. Oui, le seul problème c'est que il faut du temps, il faut travailler, ça vient progressivement. Quelle que soit l'œuvre, quelle que soit la vision, ça vient progressivement. Mais définitivement, nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes des hommes, nous n'avons pas une petite économie, nous avons une grande économie. Nous pouvons atteindre 20% du PIB et aller donc plus loin. Encore que ce PIB lui-même peut être réévalué également à la hausse. Parce que ça fait quand même un temps qu'il a été réévalué. Je suis convaincu que si on le réévalue aujourd'hui en fonction de la structure économique actuelle, on va trouver qu'il est peut-être plus important que ce que nous connaissons. Et donc l'on prélève encore de manière insuffisante. Ce trop perçu, il a été utilisé à quoi? Dans notre émission, nous recevions il y a quelques mois l'ancien Premier ministre, M. Mouzito, qui est appelé à un collectif budgétaire parce qu'on ne peut pas utiliser de l'argent sans en avoir l'autorisation de l'autorité budgétaire qui est le Parlement. À combien s'élève ce trop perçu? Qu'est-ce que vous en avez fait? Écoutez, cette année, on a fait 3 points de pourcentage, 3 points de PIB supplémentaires par rapport à ce qu'on avait prévu. À peu près donc, 2 milliards. On est à peu près 2 milliards, à peu près. 2 milliards supplémentaires. Oui, à peu près 2 milliards supplémentaires en ressources propres. Hein. Maintenant, en appui extérieur, il y a eu également, on a mobilisé, d'abord, et on a dépensé, mais ça, ce n'est pas concerné parce que c'est dépensé dans le cadre des projets. À quoi ont servi ces 2 milliards? 2 milliards, je peux vous dire, on est très simple. Facture pétrolière. Prévu au budget 80 millions. Dépensé, on s'approche de 500 millions. 420 millions. À peu près. Et le reste, il y a eu du fonctionnement. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, le fonctionnement doit être mieux maîtrisé.
Parce que, évidemment, lorsque les recettes augmentent, les appétits augmentent également, les besoins augmentent, les initiatives augmentent. Et donc ça, on doit mieux maîtriser. Mais il y a eu du fonctionnement qu'on aurait peut-être pu éviter. Et de l'investissement, il y en a eu? Il y a eu de l'investissement. Il y a eu un peu plus d'investissement que prévu. On est à 14% de dépenses 14-15% de dépenses d'investissement globalement. Plus de fonctionnement que d'investissement en plus ou non? Il faut que je regarde les détails. Parce que celui qui n'investit pas n'avance pas. Non, on a bien investi. Le fonctionnement, ce n'est que de la consommation. On a investi à peu près 15%, 5% environ sur ressources extérieures et 10% sur ressources propres. Donc on a quand même fait un effort. Alors, il y a les rémunérations qui évoluent aussi parfois au-delà de ce qui est prévu, parce qu'on introduit de nouveaux barèmes de manière un peu non prévue, et ça conduit à une augmentation des états liquidatifs, comme on dit, des rémunérations. Et puis enfin, il y a la dette intérieure, dans laquelle il y a bien entendu la dette intérieure classique, celle que tout le monde connaît, mais il y a aussi le remboursement de la TVA. Et donc tout ça, on était, je crois, à 170 millions prévus, on est arrivé à 300 millions. Revenons sur le fonctionnement. Vous payez, vous, beaucoup de fonctionnement au moment où on se plaint beaucoup du ministère des Finances qui, dans beaucoup de cas, cale toutes les factures? Non, vous savez, je ne dis pas que notre travail est parfait, notre travail n'est pas parfait, loin de là. Il le sera lorsqu'on aura fini notre modernisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'abus, beaucoup de tentations d'abuser, parce que les gens aiment l'argent facile. Oui, mais quand vous dites, quand on parle du comment a été dépensé le trop perçu, ça veut dire que tout ce qui était prévu au budget, vous pouvez nous le dire aujourd'hui, a été payé. Non, croyez-moi. D'abord, lorsque nous exécutons le budget, ou les dépenses du moins, nous n'inventons pas des dépenses. Et le ministère des Finances n'est pas le plus grand centre de dépenses. Nous effectuons les dépenses qui viennent de demandes formulées par les collègues du gouvernement et par les institutions. Inscrites dans le budget. Inscrites dans le budget ou venant en procédure d'urgence, c'est-à-dire extra-budgétaire. Le montant des dépenses en procédure d'urgence est connu. Il est connu, il est de l'ordre de 10%, un peu plus de 10% du budget. Mais ce n'est pas mes dépenses à moi, c'est des dépenses qui viennent des mêmes ministères. Oui, mais beaucoup et quand il y a des dépenses qui viennent en procédure d'urgence, eh bien, automatiquement, elles viennent supplanter des dépenses qui peut-être, elles, étaient budgétairement prévues, ont suivi la chaîne classique du budget. Ça, c'est un. Deuxièmement, même dans les dépenses qui ont suivi la chaîne budgétaire, il y a parfois à redire. Parfois, nous devons revenir parce que nous estimons qu'il y a à redire, soit nous-mêmes en tant qu'ordonnateur final, soit l'IGF ou d'autres organes de contrôle, soit en termes de priorité nationale, les priorités peuvent changer. C'est tout ça que nous gérons au quotidien. Mais ce n'est pas facile, mais nous essayons de le faire avec le plus de transparence possible. Notre pays est considéré comme un des pays qui a l'une des transparences budgétaires les plus élevées. C'est-à-dire que nous ne cachons pas grand-chose. Nous exposons tout. La société civile vient se saisir de tout, pas nécessairement en comprenant bien de quoi elle parle, mais elle est libre de le faire. Et parfois, ils font de très bonnes analyses. Et ça aide, ça fait avancer la démocratie. Justement, puisqu'on parle de financement ou d'investissement, parlons de ce scandale. Tshilege Lukasaï. PDL 145, certains commencent déjà à se dire que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Récemment, un avocat a demandé instamment aux autorités en charge de l'organisation du voyage du pape de mettre de ne pas frapper une pause à leur pratique habituelle. Comment est-ce que vous expliquez encore que cela existe au moment où on parle de l'IGF, au moment où vous expliquez que réforme est en cours? Au Kasaï, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, je vais vous dire une remarque générale. Je vais être un peu dur. Ce n'est pas faux que la propension à gagner l'argent facilement, sans effort, est assez forte dans le pays. C'est d'ailleurs ce qui arrive souvent dans des pays miniers qui vivent de manne minière ou pétrolière. Les gens sont habitués à gagner de l'argent facilement, au lieu de travailler dur. Il faut qu'on apprenne à travailler beaucoup plus dur et être moins attiré par l'argent facile. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de mélange dans ce qui est dit. S'agissant du Kasaï, on mélange tout. Il y a beaucoup d'émotivité aussi, d'émotions dans les prises de parole.
Les gens avancent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne prennent pas l'information à la source et ils vont dans des insinuations et parfois des accusations gratuites. Ce que moi je sais, c'est que pour le Kasaï, notamment pour la route, je suis ministre des Finances, j'ai pris un engagement avec la Banque africaine de développement qui veut faire la route Bujimaï-Kananga et puis jusqu'à la frontière angolaise. Ils ont réuni des ressources sur les ressources disposées pour le pays. Ils ont ajouté d'autres ressources sur les ressources régionales. Et malgré ça, il y avait encore un gap. Alors, pour compléter le gap, il y a le FPI qui s'est engagé, qui s'est invité en disant que lui pourrait aller plus vite. Il pourrait mobiliser de l'argent, Afreximbank et autres. Mais ça n'a pas été plus vite. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont signé des contrats, ça n'a pas été plus vite. Et alors, l'idée était que s'ils peuvent commencer, qu'ils commencent quelque chose, le temps que l'on finalise le grand financement avec la BAD, et ils n'ont pas commencé. Et ça aussi, c'est des raccourcis. Maintenant, nous proposons, mon collègue des infrastructures et moi, notre option était que tout cela soit fait de manière coordonnée et que la place réservée à la Banque africaine de développement soit la place centrale. La banque est souvent accusée d'être lourde, d'être lente, mais dans cette expérience, ce que l'on pensait agir vite n'a pas agi vite. Ça fait plus de 2 ans qu'ils tournent en rond. Mais nous continuons d'avancer avec la BAD. L'ensemble des financements BAD plus FPI va permettre d'avancer et presque de boucler, mais ce n'est même pas garanti que ça va tout boucler, mais nous y travaillons. Alors, je ne peux, moi, parler que de la partie BAD et vous dire qu'il n'y a pas eu de décaissement. Et pour le reste, tout ce qui est Chile-Gelou, qui devait être l'exemple... Il faut poser la question au FPI. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien a été payé ou ne pas payé? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Parce que ça ne passe pas par moi, ça ne passe pas par la procédure budgétaire. Autre chose, il y a un travail qui est fait dans Bujimaï de voirie, d'une 30aine de kilomètres de voirie, qui est fait en préfinancement. Qui est à l'arrêt aussi. Non, il avance. Simplement. Nous étions récemment, après le passage du président de la République, le premier passage du président de la République, tout s'est arrêté. Non. Top Congo est suivi à Bujimaï, vous le savez. Et nous suivons cela de très près. Excusez-moi, j'ai posé la question à l'opérateur, qui se trouve être Safrimex. Oui. Parce que j'étais moi-même préoccupé, puisque je suis partie prenante ayant signé. Il devait commencer en préfinancement et les remboursements échelonnés vont démarrer en février. Les remboursements n'ont pas encore démarré et ils ne vont démarrer qu'après une évaluation de ce qui aura été fait. Et lui m'a dit, je lui ai posé la question pendant que j'étais en vacances, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est du bruit pour rien. Volontairement, nous avons choisi de ne pas donner la priorité à l'asphalte. Nous faisons le travail de fond, le travail de terre et de caniveau et nous sommes on track, comme on dit, c'est-à-dire nous sommes à jour. Donc voilà ce qu'il m'a dit, j'attends les rapports finaux et si tout va bien, nous allons commencer à payer à partir de février. Donc là-bas, il n'y a pas eu de frappe? Comment peut-il y avoir une frappe avec un préfinancement? Vous n'avez rien dépensé. Il ne peut pas y avoir de frappe. L'État n'a rien dépensé là-bas. Mais tout ça, les gens mélangent et ça donne un mauvais signal. Et parfois, il y a de la récupération politique avec l'idée de dire il n'y a rien de bon qui peut sortir de ce pouvoir, etc. Et donc, il faut faire très attention. Il faut tirer le vrai du faux. Et Isabelle Kibassa, qui parle de 45 millions, contredite par le ministre Mouindou, qui lui ne parle que de 3 millions de déboursés. Qui dit vrai? Qu'est-ce qui se passe? C'est possible. Je n'ai pas les éléments de ce dossier qui n'est pas géré à mon niveau. Ça, c'est aussi un dossier RAM qui n'est pas géré à mon niveau. C'est possible qu'il y ait une incompréhension. Parce qu'en matière de chiffres, il ne faut pas s'arrêter à la première déclaration. Il faut aller dans les détails. Il faut être posé. Les gens ne sont pas posés. Les gens veulent parler, ils veulent écrire, des tweets, tout ça. Il faut être posé. Il faut aller à la bonne source, prendre l'information, regarder les dossiers, comprendre et puis communiquer. Nos journalistes ne le font pas toujours suffisamment et l'opinion davantage. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette émotivité qui va dans tous les sens et qui n'est pas bonne pour la démocratie. La démocratie demande d'être calme, d'être réfléchi, de comprendre. Et d'aller à la source pour avoir la vraie info. Absolument. Vous êtes la source, le RAM a rapporté combien? À quoi va être utilisé cet argent? Le RAM n'est pas géré au niveau par le ministère des Finances. Non, absolument, nous n'avons rien à voir. Il est géré par qui? Mais vous demandez au ministère des Pétentiques, demandez à l'autorité, la RPTC, et demandez à ceux qui sont concernés. D'abord, si vous voulez des compléments, je viendrai. Après que j'ai eu les éléments techniques de mes services, je n'ai pas fait cet exercice-là. Et voilà. En matière de finances publiques, trouvez-vous normal que pareil montant ne soit pas géré par le Trésor public? Non, ça peut arriver. Notre système est ainsi fait. Il y a eu beaucoup d'histoires où des fonds sont créés, des unités sont créées, qui mobilisent des ressources, qui font des actions. Tout ça concourt à l'action du gouvernement, même si ce n'est pas toujours passé par le Trésor.
Il est vrai que ce n'est pas ce qui est conseillé globalement. Nous avons, dans le cadre du programme avec le FMI, l'ambition de rétablir ce qu'on appelle le compte unique du Trésor. Tous les prélèvements doivent être visibles par le Trésor et tous les fonds doivent être... On doit rappeler que c'est des fonds du Trésor. Ça, c'est une autre paire de manches, nous y travaillons. Nous sommes en train de remettre de l'ordre, ça va prendre du temps. PDL 145, là, c'est vous qui gérez? En partie, oui, mais nous nous sommes répartis les rôles. Moi, j'apporte les ressources et le ministère du Plan fait le suivi opérationnel. BSECO, CCF et PNUD sont à l'exécution. Sont à l'exécution sous une coordination que nous avons organisée avec un rôle donné au ministère du Plan. Je fais partie de cette coordination, mais le rôle au quotidien, c'est le ministère du Plan. Le Premier ministre nous a donné rendez-vous le 24 avril à Lukula. Oui. Au Congo central. Nous y sommes allés au mois de décembre. À 5 mois de l'échéance, il n'y avait toujours rien. Est-ce que, comme dans beaucoup de territoires, ce PDL 145 risque de connaître les mêmes errements que les 100 jours? Moi, je peux vous dire, pendant la retraite qu'on a eu, la retraite de 2 jours, le DG du BSECO, qui est sous mon ministère, nous a fait un rapport de l'action menée par rapport au 145 dans un rapport global, et tout donnait l'air d'évoluer très bien. Il a signé tous les contrats, il y a des contrats, des chantiers qui sont lancés, etc. Maintenant, peut-être qu'en termes de vitesse d'exécution, il y a toujours des petites déceptions, des retards, mais c'est le prix à payer quand on veut faire les choses correctement et qu'on veut éviter de se retrouver dans des situations où on se rend compte après que rien n'est fait. Et donc, je pense que c'est ce qui se passe, parce que les verrous que l'on a mis à travers les 3 agences d'exécution sont tels que c'est absolument difficile de faire ce qui a pu être fait dans le passé avec certains projets, c'est-à-dire de détourner l'argent à autre chose. C'est 1,45 milliard sur 3 ans. Oui. La première année a déjà été payée par le Trésor public? Oui, on a payé. Là, on a payé 500 millions. On va payer 200 millions, dont une bonne partie, si pas l'ensemble, ira pour les routes. On a déjà payé pour les études. Les études ont été faites. On connaît maintenant le travail à faire pour les routes. Et donc, ça va être décaissé parce que l'argent est disponible. Financement des Jeux de la francophonie, on y sera? Parfaitement, oui. Nous sommes totalement engagés. Nous faisons des paiements régulièrement. J'en ai fait un avant de voyager. Il y en a un autre qui est en cours, en train de passer, pour donner les moyens à la direction du fonds de continuer la contractualisation pour la préparation des Jeux. Ce que nous faisons, c'est que nous veillons à ce que nous fassions des économies pour chaque dépense, parce que parfois, il faut faire des combinaisons pour faire des économies. Je vous donne un exemple. Si sur un autre programme, nous avons prévu d'acheter des ambulances et que le budget de la francophonie prévoit d'acheter des ambulances, nous nous assurons que les ambulances de ce programme sont conformes à celles attendues par la francophonie et elles peuvent servir pendant les 10 jours des Jeux au lieu d'acheter 20, 30 nouvelles ambulances, rien que pour la francophonie. Voilà ce que nous sommes en train de faire, mais tout avance plutôt bien. Puisqu'on parle financement... Et d'ailleurs, il y a une mission qui arrive de la francophonie, qui arrive la semaine prochaine, et qui va faire le point. Mais au stade actuel, l'argent n'est pas le problème. Puisqu'on parle financement, élection, la CENI attendait 600 millions. Monsieur Kadima, un peu avant Noël, disait sur Top Congo qu'il y a encore des retards. Non, nous sommes à peu près à... Ils attendaient 640 millions, nous avons payé 485 millions à fin décembre. Nous sommes à 75, peut-être 80% du budget attendu pour 2022. Et donc, nous allons continuer. Mais, il y a un mais, c'est que même ce que nous avons payé, qui s'approche de 500 millions, n'a pas encore été totalement décaissé. Ça veut dire qu'il y a une capacité d'absorption qui a ses limites. Et donc, nous ne sommes pas véritablement en retard. Et nous allons continuer cet effort maintenant. Et d'ailleurs, la preuve que nous ne sommes pas en retard, c'est que les opérations d'enrôlement ont démarré comme prévu. En fait, on parlait de ce qui a défrayé la chronique, Sada Motors. Oui. Un concessionnaire congolais livre les voitures aux ambassades à l'étranger. Oui. L'argent semble avoir été déboursé, il semble avoir des problèmes de livraison, certaines ambassades disent non. Et là où ça pose problème, c'est que l'un des actionnaires est votre frère, Jackie Kazadi. Oui, mais et alors, qu'est-ce que ça fait qu'il soit mon frère? Je veux comprendre. Parce que j'ai vu des histoires racontées dans des feuilles de chou qui n'ont jamais dit que des choses fausses et des choses malveillantes. Mais moi, je veux comprendre. Un contrat est signé entre un ministère, celui des Affaires étrangères, et une entreprise,
sur la base d'une évaluation qui leur est propre. Ils veulent centraliser l'achat des véhicules pour les ambassades, ce qui a d'ailleurs été fait dans l'histoire, ça a été souvent fait, pour maîtriser les coûts et s'assurer que les véhicules qui sont achetés sont conformes à ce qui doivent être achetés et qui sont suivis par la centrale. Parce que parfois, il se passe des choses dans les ambassades. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Ils centralisent, ils s'adressent à l'opérateur local qui représente les plus grandes marques, qui est le seul à représenter Mercedes, BMW, Ford et d'autres. C'est le seul. Et en plus, c'est le seul Congolais qui a pignon sur rue et qui paye ses impôts, parce qu'il y a des Congolais qui le font, mais qui ne sont pas structurés comme lui, avec une représentation internationale, et donc il le fait. Et donc, je trouve que c'est louable et ça va dans le sens de la politique du gouvernement, de favoriser les Congolais quand ils sont en situation de le faire. Il lui donne le marché, je n'ai rien à voir. Il signe le marché. Le marché est évalué par le ministère du Budget, c'est-à-dire la direction des marchés publics. Je suis au courant de rien, je n'en sais absolument rien. Il valide. Ensuite, le marché va à la primature, selon les règlements, pour la validation finale. La primature donne la validation finale. Quel est mon problème dedans? Et pire encore, oui. La demande de paiement arrive au ministère des Finances. Je dis, puisqu'il s'agit de mon frère, je suis mal à l'aise pour signer, je demande à la vice-ministre de gérer le dossier. Elle gère le dossier, elle me dit c'est bon, je peux signer. Elle signe à 2 reprises. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher là-dedans? Les véhicules n'étaient pas plus chers que s'ils avaient été commandés par les ambassades? D'après les éléments que moi j'ai eus, y compris du vice-premier ministre, au contraire, c'était moins cher. Et c'était mieux suivi, c'est commandé à l'usine, etc., parce qu'il a une relation avec les usines et tout. Maintenant, le délai de livraison peut être plus ou moins long, mais ça c'est général aujourd'hui. Et j'ai posé la question à mon frère, parce que lorsque j'ai vu qu'il y avait, il m'a dit d'abord qu'il était poursuivi par l'IGF, j'ai dit mais il n'y a pas de problème. Il faut jouer le jeu, ils font une enquête ou je ne sais pas quoi, une inspection, il faut absolument jouer le jeu. Il a dit oui, j'ai pas voulu te déranger parce que je sais qu'il n'y a rien. J'ai dit oui, tant mieux, continue. 3 mois plus tard, il me dit mais ces gens continuent de m'embêter, il n'y a rien, mais ça devient personnel et je trouve que j'ai l'impression que c'est toi qu'on vise. J'ai dit écoute, moi j'ai pas de problème, tant que je sais que je n'ai rien à voir avec ça et que je ne connais rien, laisse-les faire, laisse-les regarder tout ce qu'ils veulent regarder. Et puis il me dit, ah mais si ce n'était que ça, ça irait, mais en plus ils ont demandé qu'on bloque un de mes comptes. Et comment veux-tu qu'on bloque mes comptes alors que je suis en train de livrer, etc. Je lui ai demandé, mais attends, dis-moi d'abord, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des prix? Il m'a dit non, absolument pas. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la livraison? Il m'a dit non. À l'époque, ils étaient autour de 50% de livraison. Et tout récemment, il m'a dit, quand il y a eu encore des articles bidons, il m'a dit qu'ils étaient à 60%, ils devenaient de dépasser 60% de livraison, alors qu'ils n'avaient reçu que 70% du paiement. J'ai dit, bon écoute, donc c'est un problème qui n'existe pas, je ne vois pas de problème, continue. Et j'en ai parlé à l'inspecteur général des finances qui m'a dit, oui, ce sont des gens chez moi qui sont dans l'excès de zèle et il n'y avait absolument aucune raison de bloquer le compte. Je leur ai donné instruction de débloquer ce compte. C'est ce qui a été fait. Alors, frustrés parce qu'ils ont dû débloquer le compte, ils sont allés eux-mêmes parler au journal étranger, eux-mêmes des inspecteurs des finances, sont allés parler au journal étranger pour dire, voilà, on a reçu des pressions et tout, pour débloquer le compte. Vous voyez dans quoi nous sommes? Alors moi j'ai beaucoup de respect pour l'inspection des finances, générale des finances, mais ça ne veut pas dire que tous sont bons dedans. Il y a beaucoup d'incompétents et des gens qui font de la politique aussi. Pourquoi le franc congolais dérape face au dollar? À quoi a servi l'argent supplémentaire collecté dans le budget? Pourquoi construire un centre financier à Kinshasa? Édition spéciale. Je reçois ce lundi 16 janvier, depuis le chantier du futur centre financier de Kinshasa, Nicolas Kazadi, le ministre des Finances. Vous l'aurez bien compris, nous sommes toujours avec le ministre des Finances, mais les intempéries nous empêchent de pouvoir continuer cette émission en extérieur. Monsieur le ministre, nous sommes ici sur le chantier. Exact. Dans les bureaux du ministre des Finances. Les bureaux provisoires. Les bureaux provisoires. Merci de continuer avec nous cette émission. On s'était arrêté, on était dans les dossiers, Sada vous avez expliqué, mais beaucoup, notamment à chaque fois que l'on se trouve au poste frontière, pensent que le peuple d'abord n'est que slogan quand on voit que ceux qui ont œuvré pour la lutte contre le Covid sont impayés depuis 12 mois. Promesse avait été de régulariser leur situation, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vu le moindre sou. Pourquoi ?
Écoutez, justement, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays où beaucoup de gens sont habitués à recevoir de l'argent facile et nous sommes, nous, en train d'essayer de remettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques. Ça ne fera pas que des amis, ça fait beaucoup d'ennemis. Alors, s'agissant de la lutte de l'équipe Covid, j'ai reçu un rapport de l'Inspection générale des finances qui est clair à ce sujet et qui nous recommande de ne pas payer parce que l'équipe Covid a déjà mobilisé des sommes énormes. On parlait de 45 $ par test et ces sommes énormes n'ont pas été justifiées selon l'entendement de l'IGF. Et donc, pour des raisons évidentes, je n'ai pas payé. Donc, ce n'est pas ma décision de ne pas payer. Cette décision est basée sur une analyse faite par l'Inspection générale des finances. Mais je vais vous dire plus largement que c'est une situation, d'abord qu'elle a été examinée en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a recommandé que l'on fasse cette évaluation. L'IGF a fait l'évaluation et je m'en tiens à cela. Mais j'allais dire que plus généralement, c'est un réflexe qu'on retrouve dans beaucoup de situations. Je prendrai un autre exemple, celui de nos ambassades. Nos ambassades émettent des visas, émettent des passeports, etc., etc. Je peux vous dire que sur les passeports, hier encore, le directeur général de la DGRAD nous l'a confirmé pendant la retraite, nous ne voyons pas les statistiques des recettes des passeports vendus par les ambassades. Par contre, nous voyons celles des passeports vendus au niveau de Kinshasa. Sur les visas, n'en parlons pas. Nous ne voyons pas les recettes. Elles sont consommées généralement à la source, alors que chaque mois, nous payons les salaires et les frais de fonctionnement et nous nous efforçons d'être réguliers dans le paiement des frais de fonctionnement pour les ambassades. Au moment où nous parlons, l'année passée, on a dépensé plus de 50 millions pour réhabiliter les ambassades, un peu d'immobilier, les véhicules, les arriérés, énormément d'arriérés pour tous les diplomates. C'est un effort que nous faisons sur les recettes du Trésor. Si les recettes des ambassades elles-mêmes ne sont pas reversées, on ne va pas s'en sortir. Je comprends que dans le passé, ils l'ont fait parce qu'ils ne recevaient pas l'argent régulièrement, mais maintenant, nous sommes dans un contrat où nous devons, faire cet effort de régularité et eux aussi doivent revenir à la normale, reverser au Trésor. Ce n'est pas encore véritablement le cas. J'espère que ça le sera avec le logiciel Logirad que nous sommes en train de mettre en place. Covid, c'est exactement le même problème. Et il y en a d'autres. Ce que vous dites est grave. Ces agents qui n'ont pas reçu leur salaire ne recevront pas de salaire et ceux qui les dirigent sont toujours en poste. Au niveau des ambassades, c'est peut-être pas, on n'en est peut-être pas à ce stade, mais on laisse à la tête d'ambassade ou à la gestion des ambassades des personnes qui n'en rendent pas compte. Ce qu'il faut, il faut que l'équipe Covid aille se justifier auprès de l'Inspection générale des finances, qu'elle apporte tous ses arguments et on pourra regarder. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ensuite, l'équipe Covid elle-même, celle de l'époque et celle d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. La crise n'est plus avec la même intensité. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais c'est tellement facile de faire du chantage, de faire passer pour le ministère des Finances, pour un ministère qui n'a aucun souci des gens. C'est tellement facile. Et ce type de chantage, moi, je le vis tous les jours. Vous réglez toutes les factures qui vous sont Nous faisons ramenées. du mieux que nous pouvons. Je sais que ce n'est pas facile, mais je veux dire simplement que le chantage, il est permanent. Nous sommes tous les jours objets d'attaques diverses. Je ne veux pas dire que ce n'est jamais justifié, mais majoritairement, ce n'est pas justifié. C'est justifié donc certaines fois. Ça peut arriver, ça peut arriver. Nous ne sommes pas parfaits, il y a beaucoup de demandes qui viennent de partout, mais en majorité, ce n'est pas toujours justifié. C'est des techniques pour nous pousser à lâcher. Certains disent que, comme vos prédécesseurs, vous sapez le travail du président Tshisekedi, qui parfois vous demande de... Ça fait partie des arguments du chantage, c'est d'utiliser le nom du chef de l'État. Mais moi, je peux m'expliquer aussi auprès du chef de l'État, et je le fais. Je m'explique, et on s'explique. Et quand il y a un retard, je m'exécute. Quand c'est un retard, je m'exécute. Quand c'est une erreur, je m'exécute. Mais quand c'est fondé, il me comprend, il m'écoute. C'est tout. Monsieur Nico Kazadi, vous avez été primé 2 fois l'année dernière. Une fois, nous étions avec vous à New York par le magazine Forbes, une autre fois par un magazine africain, le Financial Afrique, au Bénin. Qu'est-ce qui vous vaut cette reconnaissance, selon vous ? Écoutez, c'est parce qu'il y a des gens qui sont posés, qui prennent le temps d'analyser, qui examinent, qui vont au fond des choses et qui ont l'honnêteté de reconnaître
les résultats que nous avons pu produire. Et si je suis primé en tant qu'individu, en réalité, ce n'est pas moi qu'il faut regarder. Il faut regarder toute l'équipe du ministère des Finances et au-delà du ministère des Finances, tout l'accompagnement gouvernemental. Et c'est en fait une reconnaissance de l'engagement du chef de l'État qui est fait à travers ma modeste personne. Je ne suis que l'artisan de la vision du chef de l'État en termes de mobilisation des ressources, en termes de lutte contre la corruption. Je n'en suis que le simple artisan. Qu'est-ce qu'on reconnaît selon vous? Écoutez, nous avons multiplié les recettes quasiment par 3 en 2 ans. 2 exercices full. Nous avons maintenu un niveau de croissance qui fait de nous, aujourd'hui, le 3e pays à plus forte croissance au niveau du continent africain. Nous avons maintenu la stabilité du cadre macroéconomique. Nous avons fait un effort énorme dans l'investissement. Nous sommes dans un programme avec le FMI qui est à sa 3e revue satisfaisante. Nous avons été upgradés, c'est-à-dire nous avons été rehaussés par 3 agences de notation, Standard & Poor's, Bloomfield, qui est africaine, et Moody's, qui est une des plus grandes au niveau mondial. Il n'y a pas un seul pays en Afrique qui a été rehaussé par 3 agences, et même pas par 2 agences, en l'espace de 12 mois. Nous sommes le seul. Mais dans le même temps, le GAFI vous met sur la liste des pays à observer. Oui, mais attendez, ce que je viens de dire... Et l'Union européenne aussi, d'ailleurs. Ce que je viens de dire, nous avons fait passer le taux des prélèvements obligatoires de 8%, le taux de la pression fiscale de 8% à 15% en 2 ans, 3 ans. Tout ça, c'est des éléments objectifs qui font dire que le pays est en train de renaître, que nous sommes en train de récupérer notre capacité en tant qu'État à fonctionner. C'est la base d'un État. Sans moyens, on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas établir l'État, on ne peut pas établir la présence de l'État et son action régalienne. Et donc tout ça est reconnu. C'est une reconnaissance du pays, c'est une reconnaissance de l'action du chef de l'État, du gouvernement, et ça vient à ma modeste personne parce que je joue un rôle clé en tant que ministre des Finances. Mais je n'ai jamais eu la prétention de dire que tout ça, c'était mon mérite personnel. Oui, j'ai joué ma partition personnelle, mais dans un ensemble. Mais dans le même temps, le pays est mis sous surveillance. Non, là aussi, il n'y a pas péril dans la demeure. Le pays est mis sur surveillance renforcée par rapport à sa propre volonté. C'est nous qui avons pris la décision de nous soumettre au processus parce que nous voulions continuer d'améliorer notre image, et pour ça, il faut qu'on entre dans les standards internationaux. Nous avions une loi anti-blanchiment qui n'était pas à jour, qui n'était pas conforme aux standards internationaux. Ça a mis du temps pour la valider. Et ce temps a fait que, puisqu'on traînait, on est tombé dans les pays sous surveillance, et puis surveillance renforcée, parce qu'on a traîné. On a finalement validé cette loi, elle a été promulguée, la loi anti-blanchiment, qui nous met maintenant aux standards internationaux. Il y a toute une feuille de route qui doit accompagner cela, que nous mettons en œuvre autour du CNRF, qui est une entité sous ma responsabilité, et avec l'appui des partenaires au développement. Et cela est en train de se faire correctement, et vous verrez vous-même que si tout se passe bien et qu'on nous donne le temps, nous allons sortir de cette liste. Il n'y a pas de honte. Je vous dis bien, c'est notre propre volonté de nous être soumis à cet exercice pour améliorer notre image. Et après, la conséquence d'être mis sous surveillance renforcée est qu'au niveau de l'Union européenne, mécaniquement, ils vous mettent également sur la liste des pays à haut risque. Mais ce sont des mots. Mais dans la réalité, il n'y a rien qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est que nous travaillons pour sortir de la situation dans laquelle nous étions, et ça au moins c'est clair. Édition spéciale, merci Monsieur le Ministre de nous recevoir en ce début d'année pour faire le point, pour faire le bilan et parler perspectives. Nous sommes ici, comme je disais tout à l'heure, dans le chantier du futur centre des finances, érigé en face du palais de justice dans la commune de Gombe. Il sera inauguré, nous dit-on, le 1er décembre. Vous confirmez? Oui, je confirme. À quoi il va servir? Le centre financier va regrouper l'essentiel des administrations du ministère des Finances, notamment le cabinet du ministre des Finances, le cabinet du ministre du Budget, et puis les 3 régies qui auront leurs administrations en totalité ou en partie ici. DGI, la DGRAD aura entièrement son administration ici. La DGI et la DGDA auront une partie de leur administration sur le site. Nous avons également un bâtiment pour les institutions financières. Vous savez qu'il y a une banque de développement en gestation. Il y a le BCECO qui sera là. Donc, il y aura les institutions financières qui seront là, éventuellement un fonds également d'investissement.
Et nous avons, sur le même site, nous aurons la nouvelle direction générale du Trésor, qui sera un élément clé dans les réformes que nous mettons en place, de modernisation des finances publiques. Nous avons le data center, le principal, le grand data center. Vous savez que dans la digitalisation que nous mettons en œuvre, l'informatique va jouer un rôle clé. Nous aurons un data center moderne ici, sur le site. Nous avons également, dans le cadre du montage que nous avons fait, nous aurons un hôtel de plus de 240 chambres. Ce sera un hôtel Marriott, 240 chambres, 4 suites présidentielles avec vue sur le fleuve, et puis plusieurs suites seniors et autres. Et ça, c'est parce que nous avons besoin d'accroître notre capacité en termes hôtelières pour pouvoir recevoir nos invités, etc. Et enfin, nous aurons, c'est la deuxième partie du projet, nous aurons un centre de convention de 3000 places dans ce qui était anciennement l'Office des routes. Nous avons récupéré le site de l'Office des routes qui était à notre droite ici. On en a fait le centre de conférence de 3000 places qui sera quasiment le plus grand centre d'Afrique, parce que le seul centre le plus important en capacité, il est en Afrique du Sud, il est de 5000 places, mais 5000 places sur deux salles en fait, qu'on peut combiner. Mais en une seule salle, ça sera le plus grand centre du continent. Et nous aurons également un bâtiment en échange. Dans le même projet, en échange, on construit un bâtiment de plus de 10 000 m² qui à la disposition de l'Office des routes, qui sera sur un terrain qui est un peu plus loin, l'avenue des Cliniques, et un terrain qui appartenait à l'origine à la DGRAD et que l'Office des routes récupère. Tout cela a coûté combien? Donc on est sur à peu près 150 000 m². Et ça a coûté un peu moins de 300 millions. On est dans les 290 millions de dollars. On est à moins de 2000 $ le mètre carré, construction plus ameublement. Qui va payer? Le Trésor paye. Une partie paye directement et une autre partie paye en différé avec un crédit avec période de grâce. Là n'est pas du tout le problème. C'est un des projets les plus efficients en termes de rapport qualité-prix et les plus efficaces en termes de modalités de mise en œuvre. Nous avons une entreprise turque qui construit, qui a une grande expérience. Qui a réussi un appel d'offres? Non, il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est le résultat d'un cadre. C'est le résultat d'un cadre. Vous savez qu'il y a eu une discussion au sommet entre les deux pays. Et RDC et Turquie. Et Turquie. Vous savez qu'on a signé ce contrat en présence des présidents Erdogan et Tshisekedi en juin. C'est l'expression des deux pays, et c'est une recommandation des deux pays pour aller vite, pour tenir les délais, pour faire quelque chose de différent qui a amené à ces choix. Donc il y a du financement turc aussi? Une partie est préfinancée, mais c'est indirect. C'est à travers le constructeur lui-même. Il y a une avance que nous remboursons mensuellement, mais avec une avance faite par le constructeur. Mais ce qu'il faut également dire, c'est que ce projet, nous avons recruté un bureau d'études français qui s'appelle GEMO, qui est un des plus grands bureaux d'études français et de contrôle, qui a fait de grands ouvrages en France. Je citerai un ou deux, la Grande Arche de la Défense que vous connaissez. C'est eux qui ont piloté ce projet de A à Z. Et ce bureau, il a fait d'autres projets en France, en Europe, Luxembourg, Union européenne, en Angola, en Algérie. Donc c'est un bureau de premier plan au niveau mondial, qui a été recruté justement pour nous garantir du respect et des prix, et de la qualité, et des délais. Alors, sur les prix, avant même de signer le contrat avec les Turcs, ce bureau a fait une évaluation pour nous dire qu'on était dans la tranche la tranche basse des bons projets, des projets faits selon les normes européennes, etc. Et donc ça, c'est sur le prix. Et sur la qualité et les délais, également, ils sont là, ils ont une équipe qui font un suivi rapproché. Par rapport au délai, nous sommes, jusqu'au moment où nous parlons, nous avons 15 jours d'avance sur le planning. Le 1er décembre, il sera Le 1er décembre. Nous pourrons nous revoir ici en mai. En mai, le gros œuvre de tous les ouvrages sera terminé. Et en décembre, le 1er décembre, en principe, nous aurons les clés et nous pourrons occuper les bâtiments. C'est l'exemple d'un bon projet, bien conçu, bien réalisé, avec le maximum d'efficience. Je peux vous dire, même pour la petite histoire, beaucoup de grands constructeurs locaux qui sont venus visiter ce bâtiment, lorsqu'on leur a donné les chiffres, ils sont repartis en disant
est-ce que vous allez y arriver? Nous ne pensons pas, le prix est trop faible, etc., etc. Tous ont dit la même chose. Et quand ils sont revenus quelques mois après, voyant comment ça avançait, ils ont dit chapeau. Donc voilà un bon projet qui apporte des technologies nouvelles qui n'existent pas dans le pays, qui permettent de construire aussi vite et à des normes, aux meilleures normes possibles, sur le plan sismique, sur le plan de la lutte anti-terroriste. C'est le seul complexe qui est fait à ces normes. Ici, on utilise du béton de 12 mm. Dans ce bâtiment, c'est 24 mm. C'est le seul bâtiment, c'est le seul hôtel qui est en état de pouvoir accueillir des hôtes exigeants comme les Américains, un président américain. Il faut qu'il y ait la protection anti-terroriste, etc. C'est le seul qui répond. J'ai l'impression de parler au ministre des Travaux publics. Est-ce que c'est à vous à piloter ça? Et est-ce que c'était la priorité dans un pays qui manque d'infrastructures? Nous sommes à moins de 300 millions de dollars pour un pays qui, ces 2-3 dernières années, a fait les performances économiques que nous connaissons et qui veut donner, qui a un plan de réforme des finances publiques et de modernisation du ministère sans précédent. Dans le même cadre, nous avons acquis à Lubumbashi un terrain de 2 hectares sur lequel nous allons également faire une maison des finances beaucoup plus petite, beaucoup plus modeste pour les 3 régies. Au moment où nous parlons, la DGRAD n'a pas de bâtiment au Katanga. Et donc, voilà, c'est un plan plus global. Et alors, 290 millions pour plus de 15 000 m², 150 000 m², au prix que j'ai dit, dont une partie, au moins la moitié, est remboursable sur 7 ans avec 2 ans de délai de grâce. Et l'autre partie est remboursable sans intérêt, de manière échelonnée sans intérêt. C'est du jamais vu. C'est une excellente affaire. Alors, pour votre information, c'est vrai, je l'ai dit, pour moi, les finances, c'est une priorité, parce que c'est le point de départ sans lequel on ne développe pas le pays. L'autre priorité, c'est les routes. Et la première réponse, c'est que nous faisons le bâtiment de l'Office des routes, qui aura la capacité de faire son boulot dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas avant. Et la deuxième chose, c'est que, toujours par ce gouvernement, en 2022, nous avons pu négocier et obtenir un financement de l'ordre de 450 millions de dollars pour l'acquisition de 5000 engins lourds qui vont être répartis sur les 145 territoires pour répondre aux défis de la maintenance et de la construction des routes. Donc il n'y a pas photo. 290 millions pour ce bâtiment, 450 millions pour les engins lourds pour les routes, plus le bâtiment de l'Office des routes, auquel je dois ajouter les 200 millions que nous sommes en train de dépenser dans le cadre du projet de 145 territoires qui vont également aux routes. Donc nous sommes dans la hiérarchie des priorités, nous sommes irréprochables. Le 1er décembre, c'est vous, le ministre des Finances, qui l'inaugurait? C'est celui qui sera ministre des Finances le 1er décembre qui l'inaugurera. Dieu seul sait qui sera-t-il. Le ministre des Finances actuel pourrait ne pas rempiler? Écoutez, nous sommes tous au service de la République et nous sommes soumis à la volonté de notre chef, le président de la République. Et nous serons là où il vaudra bien que nous soyons à cette date. Juste une question par rapport à ce centre. L'Athénée de Lagombe, le stade le terrain de football de l'Athénée de Lagombe aujourd'hui est un chantier. Est-ce qu'il sera de nouveau à la fin du chantier ici? Mais vous faites très bien de poser la question. Voilà un exemple supplémentaire de l'émotivité du Congolais. J'ai vu même des vidéos circuler faites par des journalistes prétendus réputés qui ne se sont même pas pris la peine de vérifier à la source ce qu'il en était. On a dit qu'on avait vendu, voilà, même à l'époque de Kabila, ça n'a pas été fait, alors que rien n'a été vendu. On a demandé aux responsables du ministère et de l'Athénée de mettre à disposition cet espace pour faire en faire un espace vie où il y a une usine à béton, qui est d'ailleurs la plus importante du pays au moment où nous parlons, qui est là pour servir ce chantier. Et une fois que le travail sera fini, non seulement ça va être déménagé aussitôt, c'est pour 18 mois, mais en plus, dans le cadre du projet, on va offrir à l'Athénée un nouveau stade refait, pimpant neuf, avec toutes les facilités modernes, le terrain, les gradins, avec des chaises qui n'ont pas aujourd'hui, l'éclairage. Donc, ils vont gagner cela au bout du compte. Mais vous voyez, on est dans un contexte compliqué où il y a eu clameur dans les réseaux sociaux au motif qu'on aurait vendu l'Athénée pour construire un hôtel. Vous voyez un peu dans quelle
contexte nous évoluons. Monsieur Nicolas Kazadi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en ce début d'année. On va la terminer comment cette année? Est-ce que très rapidement vous pourriez, c'est vrai qu'on en a un peu parlé au cours de l'émission, nous faire des projections sur ce que sera financièrement 2023? Écoutez, nous nous battons déjà pour atteindre nos assignations qui elles-mêmes sont l'expression d'un progrès par rapport à l'année passée qui a été une année exceptionnelle. Si nous y arrivons, c'est déjà très bien. Alors, les grands risques pour 2023, c'est le contexte préélectoral et puis le contexte sécuritaire qui font peser toujours des risques de besoins inattendus, etc. Mais hormis cela, nous avons de bonnes raisons d'espérer que tout va se passer comme il faut. Et lors de la retraite de mon ministère que nous venons de terminer, j'ai dit que nous avions le défi de maintenir le cap dans la modernisation du ministère, dans les réformes et dans les performances au milieu des défis électoraux et sécuritaires. Monsieur le ministre, je vous remercie.